Chers amis, quel plaisir de vous retrouver après ces Et- semaines. Quel plaisir de te savoir un petit peu plus en forme, CM. On te souhaite tous un bon rétablissement en direct. Bah ouais, Ouais. merci. Il y a toujours la voix un peu qui est voilà. Ce matin, ce matin sur la vidéo YouTube, j'ai eu une dizaine de commentaires en mode c'est pas la même voix. Du coup, j'ai commencé à glisser l'inception que c'était une IA. Mais et j'ai Bah non, l'impression, mais et j'ai l'impression que ça on peut sait tous prendre. que tu as changé d'acteur, c'est tout. Ouais, On sait ouais. tous que tu as un acteur vocal. On a changé l'homme de paille, ça y est. Exactement. CM, de toute façon, c'est une institution, hein, ce n'est pas une vraie personne. On le sait tous. Ouais, on peut le changer Et- à tout moment, hein. Mais Voilà. vous n'y verrez que du feu. Il y a que la voix qui peut changer un peu. Donc voilà, l'ancien acteur, on a rompu son contrat et en voilà un nouveau. Il J'espère est qu'il vous parti, plaira. il est parti jouer dans Plus belle la vie, l'ancien acteur. Non, mais tu suces quelques cailloux et ça va bien se passer, franchement. Ouais, T'inquiète. Tant que c'est des cailloux. Hein. Bon, on continue le tour du monde, là, hein. On a la Bretagne, on l'a ouais, dit, on on a a le tous les pays possibles. Portugal, on a quoi d'autre? On a l'Auvergne, un pays à lui tout seul. Salut les Auvergnats, on aime beaucoup. Ouais, les Euh, 12. moi j'aime bien l'Auvergne, franchement. Je partais souvent, plusieurs fois en vacances, je trouve que c'est très kiffant. Je sais pas. J'y suis jamais allé, mais il y a, Il y a des vaches. probablement super. En tout cas, on y mange bien. Parce que c'est pas eux qui ont ça. la moitié des restos, enfin les meilleurs restos à Paris, c'est pas Auvergne. Ah, bah, la viande est bonne, là, l'aubrac, la Salers, les alcools, Voilà. c'est un peu différent, mais bon, tout va bien, quoi. Moi, si on La y mange Ligo, bien, bien moi sûr. j'aime bien, hein. Franchement, je valide. Tu sais, je suis un homme simple à satisfaire. Hein, si l'assiette Bah, est- surtout, Aligo saucisse, en plus, c'est simple et efficace, quoi. Ouais, la dorade royale, moins bien, on est verne. Euh, euh, On remercie bon, bah, messieurs, bah, Thomas pour effectivement. ton abonnement au Prime. Merci. Ouais, merci à tous ceux qui ont resouscrit. J'ai pas regardé du côté de Twitch depuis tout à l'heure. Mais on a vu entre des 20 et 30e mois, donc des vieux de la vieille. Carrément. Ouais. Alors, j'essaie de reprendre un peu l'actu, de voir où on en est. Il n'y a rien eu d'extraordinaire, j'ai l'impression, depuis une quinzaine de jours. Ah non, il y a eu un Moi, je truc l'ai quand senti même. passer, mon pote. Ah oui, avec Karl. Ouais, mais Il s'est passé on en avait parlé, deux, non, trois trucs, ouais. dans le dernier live. Bah, c'était en plein dedans, c'était en plein début du truc, et puis maintenant, on a bien fait fermer leur gueule à tous ces connards. Bah, si tu veux, je te laisse débriefer ça immédiatement, comme ça. Je te laisse débriefer, débriefer. je sais pas, mais Ave n'est pas mort, hein. Donc voilà, c'est bon. Ave n'est encore pas mort, quoi. Ave le protocole aux 9 vies. Ouais, non, mais toutes les semaines, quoi, j'en peux plus. Et je crois, entre les deux, il y avait Peck Shield qui avait qui avait fait une petite annonce où tu voyais, en fait, il y avait aucun contexte. C'était genre, ah tiens, alerte. Et sur la transaction, sur le screenshot, ils avaient mis le screenshot et tu n'avais même pas le lien vers la transaction. Et tu avais marqué AVV2, AVV2. Et en fait, c'était juste un flash loan, tu vois, ce qui est normal, quoi. Et putain, j'avais encore reçu. Tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu reçois des messages comme ça, t'es là, genre, oh putain, fais chier. Non, s'il vous plaît. Fais chier. Et du coup, bah, tu vérifies, et bah, comme à chaque fois, sur les 3 dernières années, en fait, c'est pas de ta faute, quoi. Et en fait, les utilisateurs vont bien, mais à chaque fois, tu te lèves et tu fais, oh putain, j'aurais mieux fait d'être facteur. Parce que c'est un bon métier, facteur, et franchement, ça sert aux gens. Et, voilà, quoi. Ah ouais, ouais. Non, surtout que là, en plus, c'était bien DAO dépendant, j'ai envie de dire. Il y avait quand même des choses à parler en mode DAO. J'ai vu qu'il y avait des achats aussi qui avaient été faits, des emplettes qui avaient été faits Ouais, moi je suis assez fier de ça. Je sais que tout le monde s'en fout, mais par la je suis DAO assez d'AV. fier Et ça, d'avoir c'est un écrit buy ce the smart deep. contract. Ah non. Bah ouais, je suis assez Mm. fier d'avoir écrit ce smart contract. Je sais que les gens s'en foutent un peu, mais j'ai fait le contrat de l'OTC deal entre Michael et la DAO AV, qui est 100% décentralisé, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention humaine dans ce contrat. Donc, une AIP, c'est du code informatique, c'est un smart contract qui, en une seule transaction, allait prendre des CRV directement sur le compte de Michael, qui avait donc le patron de Curve, qui avait préalablement approuvé non pas une adresse qui appartient à un individu, mais l'adresse directement de la DAO-AV, et qui ne peut interagir que par des AIP, donc que par des votes de gouvernance. Et en une seule transaction, ça a pris les CRV
du compte de Michael, ça les a envoyés dans la trésorerie d'AV, ça a pris des USDT dans la trésorerie d'AV, ça les a renvoyés sur le smart contract d'échange, et ça a utilisé ces USDT non pas pour les envoyer pour Michael, mais directement pour rembourser sa dette en lieu et place de lui-même en une seule transaction. C'était assez cool. J'en suis assez fier. C'est public, hein, et c'est un tout petit truc, quoi. Ça fait pas beaucoup. Enfin, c'est pas hyper complexe, mais c'est pour ça que c'est cool la défi, tu vois. On peut faire ce genre de truc de manière complètement décentralisée, totalement trustless, en une seule transaction, faire plein d'actions, sans avoir ces espèces de trucs d'intermédiaires de confiance. Est-ce qu'il va se barrer avec la caisse, etc. Là tout s'est fait en une transaction, c'est trop cool, quoi. Ouais, puis il y avait le fait d'avoir effectivement fait ça de manière trustless qui est stylé et tout, et puis aussi le fait que acheter des CRV avec la trésorerie d'AAV, moi je me rappelle qu'on en parle depuis 2 ans, notamment avec Didi, on avait eu des discussions, il y avait eu des posts qui avaient été faits, ça ne s'était finalement jamais fait, et au final là ça se fait, en plus en achetant un DIP de chez DIP, 40 centimes le CRV. GG quoi. À 40 Moi, centimes, c'est cadeau quoi. En vrai, je vais être très clair avec les gens. La DAO d'AV, c'est pas fait pour spéculer. On n'est pas là, on n'est pas un hedge fund, les amis, hein. Donc, on n'est pas là pour se dire, tiens, on a buy the dip, on va vendre plus haut, etc. On n'est pas vraiment des traders. Nous, le but du jeu, c'est qu'on a sorti le stablecoin Go. AV, pour des raisons historiques, on est très proche de Balancer. Donc, on a du BAL, on a du Aura. Et du coup, 90% de la liquidité du Go, notre stablecoin, elle est sur Balancer. Là, c'était une opportunité d'équilibrer un peu les choses. Après, ce sera jamais 50-50 pour nous parce que dans les Curve Wars, on n'a jamais été impliqué, on était là trop tard, donc on n'a jamais pu acheter de CRV. Donc là, c'était l'occasion. Mais là où je suis persuadé, et on verra dans 6 mois, on verra dans 1 an, c'est que le CRV dans 6 mois, soit ça vaut 0, mais a priori, la chance que ça vaille 0, elle est passée maintenant, sauf s'il y a un deuxième hack, mais là, on ne peut rien y faire. Soit ça vaut beaucoup plus que 40 centimes. Et aujourd'hui, ça vaut 58, 60 centimes. Donc, quel prix ça aura dans 6 mois, quel prix ça aura dans 1 an? Moi, je pense que c'est un très bon deal. Et vraiment, la DAO AV s'en est bien sortie là-dessus. Après, à voir, hein. Il y a des gens qui étaient contre, il y a des gens qui étaient pour. Et ce qui est bien avec quelque chose qui est décentralisé, c'est que, au final, les gens ont voté. Et c'est un vote qui a été relativement contesté, hein. C'est passé, je crois, avec 60% de oui. Mais au final, chacun a pu s'exprimer de manière complètement transparente. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on veut dans notre écosystème. C'est que chacun puisse exprimer son avis. À la fin, on vote et puis on respecte les votes. Et puis voilà, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais, et puis, ce qui est cool, c'est que bien sûr, tu vois, quand je dis c'est cool d'avoir acheté le dip, etc., c'est pas dans une optique de spéculation pour les revendre, parce que clairement, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est d'en obtenir un maximum de CRV pour le prix dépensé, pour pouvoir incentiver après les pools avec le Go et favoriser donc la liquidité, baisser le slippage, etc., comme c'est le cas. Et donc, c'est une façon de rentrer dans les curve wars pour les pools avec le stable Go. Mais qui est assez cool parce que ça permet au final, même en commençant très tard, d'avoir un nombre de CRV après. Donc, je pense que ça n'a pas été encore décidé comment ils allaient être loqués, etc. Non, Mais ça va être une deuxième décision de gouvernance. En gros, ouais, voilà. il y a 3 grandes options. Et ça, ce sera discuté de manière très ouverte. Donc, on peut en discuter aujourd'hui, puisque de toute façon, ce que je vous dis maintenant, ça va se retrouver sur le forum. Il y a des gens qui seront pour une option, d'autres pour une autre option. Et à la fin, il y aura un vote. Et puis voilà. Donc, il y a 3 grandes options. Il y a l'option qui était inenvisageable avant qu'on fasse ce deal parce qu'on n'avait pas assez de CRV. C'est avoir notre propre gauge. Donc maintenant qu'avant on avait, je crois, 1 million de CRV, un petit peu moins d'1 million de CRV. Là, on en a acheté 5. Donc on se retrouve à la DAO avec 6 millions de CRV, ce qui est pas mal. C'est pas non plus des sommes hallucinantes, c'est pas Convex, c'est pas Frax, mais c'est quand même pas mal. C'est un petit montant, quoi. Et donc on pourrait avoir notre propre gauche. Donc il faudrait locker tous nos CRV pendant 4 ans. Donc, et même ad vitam aeternam, parce que si on veut le maximum de votes, il faudrait reloquer quasiment toutes les semaines. Et ça nous permettrait d'être indépendant des Convex, des StakeDAO, des Yearn, etc. Et de faire nos affaires dans notre coin, potentiellement briber sur notre propre gauche et de vivre notre vie dans le coin. Si on prend cette option-là, clairement, l'aspect financier des CRV, on oublie, puisqu'on les lock à vie, en fait. On les lock à vie et on essaye d'extraire chaque vote là-dessus.
La deuxième option, c'est de se dire, vaut mieux peut-être se garder une porte de sortie, plus ou moins, et aller avec StackDAO, le SD CRV, ou aller avec Yearn, ou alors échanger les CRV contre du convexe, je sais pas quoi, CVX, c'est ça le CVX, oui, ouais. CVX, pardon, contre du convexe, peut-être faire un autre OTC deal, donc échanger les CRV contre des convexes pour pouvoir voter sur les pools. Mais là, du coup, on rentre non pas, on ne devient pas un nouvel acteur des Curve Wars, mais on s'associe avec l'un des acteurs présents des Curve Wars. Et chaque option a des avantages et des inconvénients. Et ce qui est bien dans la décentralisation, c'est que tout le monde pourra donner son avis et qu'à la fin, on votera. Et puis, la solution qui sera majoritaire sera choisie par la DAO. Moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je vous avoue, je suis pas expert dans le système Curve. C'est un truc que je connais assez moins bien que d'autres trucs dans la DeFi. Donc, je fais plus confiance à quelqu'un de la communauté que vous connaissez tous, c'est Didi Moon, qui travaille dans Token Logic avec Matthew Graham et qui sont un petit peu spécialisés dans la VDAO sur ce type de stratégie. Et moi, je leur fais plus confiance sur leur opinion là-dessus. Oui, ça va se discuter effectivement. Il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs mix de ces solutions aussi. Je pense que ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer, mais c'est sûr que ce sont pas des CRV qui vont rester comme ça à ne pas travailler et à ne pas apporter, ce serait un peu con des quand choses. même. Oui, ce serait un peu 2 millions pour les faire dormir, ce serait un peu bizarre. et pas être trader en plus. Il n'y a pas eu de vote comme ça, on revend ces tokens qu'on a dans la gouvernance, etc. Il y a eu des ponctions pour payer des fois tel ou tel acteur, mais il n'y a pas eu de trade à proprement dit, je crois. Non, Ça me rappelle rien. si, on a acheté du BAL. On a acheté du BAL officiellement, Ouais. la DAO. Ah oui. Et on a acheté du Aura aussi. Ouais, du BAL et du Aura. Et je pense que ce serait intelligent de le refaire aussi là. Il faut que c'est en discussion. Je pense que ça va arriver dans le forum la semaine prochaine ou cette semaine. Mais pour que la VDAO achète du BAL et du Aura également, quoi. Et Encore. je vois la Il se passe question, quand même des est-ce qu'il y a choses. un lien dispo vers mon smart contract? Oui, tu vas sur app.av.com/gouvernance et tu regardes les IP. Il y en a une qui s'appelle CRV OTC Deal. Et si tu cliques dessus, tu auras un fichier texte qui t'explique ce que c'est le OTC Deal. Et tu vas un petit peu plus en bas, dans les références, tu as implémentation et tu as payload. Ça doit s'appeler payload ou ça doit s'appeler smart contract. Et si tu cliques dessus, tu auras le lien directement Etherscan. Donc tu peux aller le voir si tu veux. Sinon, j'ai un GitHub, c'est @marceller. Si vous voulez de l'alpha et voir les AIP pendant que je suis en train de les faire avant de les poster, vous pouvez me regarder sur GitHub. C'est pas forcément glorieux, je suis pas un grand développeur, les amis, vous attendez pas à du code de haut niveau, mais ça marche. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, j'ai pas cassé AV. Moi, je crois que tu as aussi des bons superviseurs. Il y a Frédéric qui dit c'est la DAO qui prend les décisions et en réalité, Marc représente 250 000 votes. Moi, je représente 0, les amis, parce que moi, mes votes à moi, les AV que je possède, je les délègue à une autre plateforme de délégation pour qu'il y ait un petit peu de diversité dans AV qui s'appelle Stable Labs. Et donc, je vote avec 0 de mes AV. J'ai actuellement 389 adresses qui délèguent. Il y en a plein dans le chat. D'ailleurs, je les salue et je les remercie. Donc, en fait, ma voix, c'est votre voix, les amis. Et si demain, vous êtes pas content, vous pouvez me retirer votre pouvoir de délégation et du coup, j'ai plus de vote. En fait, le truc, c'est que moi, je me considère vraiment comme un parti politique dans AV et je représente une vision des choses et un travail qui est fait. Et du coup, j'appelle les gens à exprimer leur confiance dans mon travail pour AV en déléguant leur vote. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être représentatif de la communauté. Donc, si vous avez du AV, moi, je vous invite, et j'en suis honoré, de déléguer vos pouvoirs de vote. Vous allez sur app.av.com/gouvernance, comme tout à l'heure, et vous avez une section qui s'appelle délégation. Et si vous tapez avchan.et, avchan, donc AV comme AV et chan, CHAN.ETH, vous pouvez me déléguer vos pouvoirs de vote et j'en serai honoré. Et c'est comme ça que je travaille. Si je n'ai pas vos votes,
bah, moi, je ne peux pas travailler, très clairement. Donc, le fait qu'il y ait plein de gens qui me fassent confiance, c'est plutôt quelque chose dont je tire de la fierté, plutôt que de quelque chose que je considérais d'inquiétant pour AV, quoi. En fait, c'est quand il y a des élections et qu'il y a un parti qui gagne, bah, généralement, bah, il faut le laisser travailler, quoi. Et si vous n'êtes pas content, vous votez pour un autre parti, et c'est tout à fait normal. Sauf que là, c'est de la démocratie liquide. Donc, si vous n'êtes pas content, vous pouvez retirer tout de suite, et vous n'avez pas à attendre 5 ans comme dans la démocratie normale, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Si on est content, on peut rester. J'ai cru voir passer aussi qu'il y avait 20 millions en Go qui ont été mint, si je dis pas de Ouais, bêtises. on est même à 22 là, je crois. Donc, le Go, en fait, il y a une bonne croissance. Donc, quand même, 20 millions en 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est pas si mal pour un début. Par contre, c'est tellement rentable d'apporter de la liquidité sur le Go. Sur Balancer, je crois que ça rapporte encore 12-13%, que les gens sont prêts à perdre un petit peu. Et à vendre le Go en dessous du prix du marché. Donc chaque Go, pour donner du contexte, un stablecoin surcollatéralisé. Donc il y a plus $1 de collatéral derrière chaque Go en circulation. Le Go, c'est à 97% des stablecoins de l'Ether staké et du Bitcoin en collatéral. Ça, vous pouvez aller voir Token Logic. Tiens, bah, d'ailleurs, je vais partager mon écran parce que je vous raconte des trucs, mais je peux les montrer en fait. Ça te va si je partage mon écran? Ouais, ouais. Tac, tac, laisse-moi. Hop, fenêtre de l'application. Qu'est-ce que je fais? Hop, app.av.com. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Vous le voyez, mon écran? Ouais, là c'est l'écran avec JM, je sais pas si c'est le bon. Oui, Jackie et Michel, ouais. Alors, j'adore cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu. C'est la XM. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez me déléguer, vous voyez que mon voting power à moi, je le balance à Stable Labs, et mon proposition power, je le balance à Chaos Lab, qui est une risk team, et du coup, bah, pour soutenir un petit peu la diversité, je partage mes trucs. Si vous voulez déléguer, vous pouvez aller là. Donc là, on est sur application.av.com/gouvernance, et vous tapez avchain.net, hein, comme ça. Alors moi, je ne vais pas me déléguer à moi-même, ce serait un petit peu bizarre, mais si vous le faites, vous signez, et après, c'est une transaction, et vous n'avez plus besoin de rien faire, et franchement, on vous remercie si vous le faites. La question de tout à l'heure, où est-ce qu'on voit le smart contract? Bah, ça, c'est l'IP 289. Donc, vous voyez que ça a été assez 57% de oui, 42% de non, donc tout le monde n'était pas forcément pour. Et là, dans les références, implémentation, si vous claquez là-dessus, vous allez tomber sur le smart contract. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là. C'est pas hyper compliqué, hein, mais c'était assez cool. Et vous pouvez, si vous cliquez là, vous pouvez voir les tests. Donc, voilà, si ça vous intéresse, voilà comment on a fait cette transaction-là. La question la plus récente, c'était quoi que je devais vous montrer? Est-ce qu'on peut déléguer Est-ce qu'on Je t'entends pas, lui, Manu. des choses comme ça On a et perdu je vais Manu. vous passer cette question. Ah. Manu, dis-moi. Je t'ai perdu. Ouais, je pense qu'il a un petit souci de mic. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais pas. Bon, ça reviendra. Moi, du coup, comme je vous partage l'écran, je peux pas tout voir, quoi. Bon, je coupe le partage pour l'instant. Hop. Alors, oui, moi, il y a un truc dont je voulais parler rapidement au niveau de l'analyse technique, mais c'est pas vraiment de l'analyse technique, c'est plus sur la volatilité, parce que je pense que d'ici la rentrée, on va avoir un mouvement très important. Et en cause, je vais vous partager mon écran à mon tour. Cette bévol, la volatilité sur une semaine, et on remonte à ici fin 2016, décembre 2016, donc c'est quand même assez pertinent, hein. On a 7 ans ici d'historique sous les yeux. On est en train d'arriver sur un point bas assez extrême, et à chaque fois qu'on a eu un point bas aussi extrême, derrière, on a eu un retour de volatilité qui a été assez monstre. Et c'est pas le Bitcoin, quand on le regarde en tant que tel, qui depuis, je sais pas, maintenant on peut parler en mois limite, depuis qu'on a eu la bougie d'impulsive ici autour de 28 000.
On était en mars 2023, on a eu une petite réciproque ici à la mi-juin, troisième semaine de juin, mais globalement, ça fait des lustres qu'on est bloqué entre 25 et 30, 32 000. Donc, je pense qu'on Ouais, mais va on avoir un est. gros mouvement à la rentrée. Après, on va dire les optimistes, les éternels optimistes pensent que voilà, on ira chercher du 35, 40 000 dollars et plus. Les éternels pessimistes commencent à reparler de récession des États-Unis qui sont malgré tout sur un certain ralentissement avec la hausse des taux qui pourrait continuer quelques itérations supplémentaires d'après la Fed. Donc je pense que la vérité est un peu entre ces deux mondes et c'est vrai que ça laisse se poser pas mal de questions quant à la rentrée 2023. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Moi, j'en pense la même chose qu'il y a plusieurs semaines, hein. C'est le disque rayé optimiste, comme d'habitude, le permabull. 2020, le nouveau cycle a commencé en 2023. Si tu regardes ton chart, et c'est très clair, hein, c'est depuis le début de l'année 2023, on a fait x2 sur le prix du Bitcoin. Sur d'autres actifs, c'est encore plus visible. Si tu regardes les actifs traditionnels, donc le SP500, le CAC 40, c'est encore la même mayonnaise. Donc forcément, hein, c'est pas une ligne droite, mais ça, les amis, c'est jamais une ligne droite, hein. Pour quelle raison on serait pessimiste? Je ne sais pas. C'est l'inflation est retournée à des niveaux tout à fait corrects, aux alentours de 3,5%. Je crois le dernier CPI c'était 3,2, ce qui est en fait normal, hein. C'est le taux cible. On est très content si on est à 2, près de 2%, mais 3,2 vu la situation, c'est quand même assez exceptionnel. Le chômage aux États-Unis n'a pas baissé. On est en plein emploi. Il y a tous les indicateurs sont assez positifs. La seule chose qui n'est pas positive, c'est l'esprit des gens, hein. Si on regarde les chiffres, qu'on prend du recul et qu'on regarde les chiffres, en fait, le cycle a déjà commencé, le nouveau cycle. Et nous, ce qu'on attend, c'est ce que tu décris, c'est la bougie d'impulsion. Mais la bougie d'impulsion, elle arrive dans la deuxième partie du cycle et elle arrive quasiment à la fin. Donc là, c'est le moment où le DCA, on s'est fait plaisir depuis un an, hein, depuis 8 mois. Si on a commencé son DCA en 2023, c'est difficile d'être en négatif aujourd'hui, hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Si on a commencé en 2022, franchement, la moyenne, elle est arrivée à des niveaux assez intéressants. Donc, j'ai un gros doute que si vous avez vraiment fait votre DCA de manière très sérieuse, vous soyez dans le rouge aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura une bougie d'impulsion à la fin de l'année 2023. Moi, je pense plutôt que ce sera, maintenant on se positionne sur le printemps 2024. D'ici là, si vous avez accumulé vos positions, quand le train partira, vous avez tous vos bagages qui sont faits, il n'y a plus qu'à sauter dedans, hein. Sinon, vous serez pris au dépourvu comme tout le monde et vous courrez après et puis vous direz j'ai raté le bull market, donc c'est pas grave, je vais me refaire sur Shiba Inu 10, Harry Potter, Obama, je sais pas quoi, et vous allez vous faire plumer comme tout le monde, quoi. Donc au bout d'un moment, si vous écoutez cette émission et que vous êtes à votre 22e mois d'abonnement, vous savez de quoi, vous connaissez la recette magique maintenant. Ouais, c'est vrai qu'après, là, en termes de cycle et de réaccumulation, on est dans les clous de ce qu'on a vu précédemment. Après 2024, on a pas mal de grosses échéances à venir, avec notamment celles qui se sont rajoutées un peu tardivement des fameux ETF, pour lesquels on aura toutes les réponses en mars, si je dis pas de bêtises, au maximum. La SEC doit donner toutes ces réponses, et notamment à BlackRock. En avril, on a le fameux halving du Bitcoin. Donc ça, historiquement, c'est pas parce que il y a le halving que c'est un bouton on/off au niveau du cours, mais on a quand même eu certaines itérations qui nous laissent plutôt optimistes quant au devenir de la suite, consécutive à ce fameux halving. Et à l'automne 2024, un nouveau président aux États-Unis. Là aussi, clairement pas de bouton on/off ou quoi que ce soit par rapport au marché crypto, mais selon quel président est élu, ça peut avoir des impacts d'un point de vue du business ou de la spéculation au sens large du terme, en tout cas. Ce qui est ouf, c'est que Trump a plus d'Ethereum que vous, les amis, hein. Ça, c'est un peu. Je sais pas si tu as vu passer le truc, il a $1,5 million d'Ether. Ouais. Donc, c'est le premier président américain à avoir officiellement, en tout cas, des cryptos, quoi. On sait que Obama avait fait une référence à Ledger. Dans un discours, il avait dit qu'un ledger, donc l'outil physique, hein, l'appareil, c'était comme avoir un compte en banque dans la poche. Et ça avait assez marqué à l'époque, hein. Je crois qu'il avait dit ça en 2016-2017, hein, il y a un petit moment, quoi.
Et là, c'est la première fois qu'un ancien président américain officiellement reconnaît posséder des cryptos. Donc, si vous êtes en retard par rapport à Trump, faut se remettre en question, hein. Là, c'est chaud, hein. Après, je dis pas qu'il faut avoir un demi-million, hein. Je dis que même Trump, il sait que c'est bien dans un portfolio d'avoir des cryptos. Et qu'est-ce qu'en pense notre joyeuse pilule alors? Moi, je reste sur ce que je disais la semaine précédente, phase d'ennui. Les traders en mode toile d'araignée sur la souris, tellement. Je crois que il y a de la volatilité, t'en parlais tout à l'heure. On est au minimum, mais c'est incroyable quand je regarde le prix. Genre, on range dans 200 $, quoi. C'est sur ces niveaux de prix, ça l'était quand on était vers les 6 000, tu vois, mais quand on est là à 29 000, c'est très bizarre. Donc voilà, on s'ennuie tranquillement, on recharge, on regarde les hacks, on regarde ce qui se passe, ce qui sort. Et puis moi, je suis assez d'avis un report général des ETF à la rentrée pour le halving. Et puis quelque chose qui commence à monter à partir de halving. Business as usual, j'ai envie de dire. Le cycle est respecté et je trouve qu'il ressemble vraiment aux autres cycles. Je le trouve pas si surprenant que ça. Donc je suis pas surpris. En fait, le truc, c'est qu'on connaît la recette et on l'applique pas à 100%. Alors que nous, on est censé être experts, et on se fait quand même, enfin, on fait quand même des erreurs, tu vois. Donc, je dois me dire, putain, le livre est écrit, il y a juste à tourner les pages et on n'arrive pas à striker à 100%. Après, moi, je suis quand même assez satisfait, hein, je vais pas me plaindre, mais c'est ouf quand même qu'on arrive à s'auto-persuader que, non, en fait, ça va être différent. Il y a eu des achats un peu précipités, on va dire, en fin de bull run avant que on ait vraiment la capitulation finale de FTX, etc. Qui sont pas dramatiques en soi, mais qui restent quand même peut-être pour certains un peu dans le rouge. En tout cas, pour moi, il y a quelques achats qui sont encore dans le rouge, qui ont été faits un peu prématurément, et puis d'autres achats qui ont été faits au bon moment et qui demandent qu'à maturer. Après, je pense qu'on doit avoir la patience, comme tout marché financier. On a toujours envie que ça s'emballe, mais ça prend du temps. Il reste pas mal de milestones à passer. Et comme on l'a dit quand on revenait d'être cessé, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être construites au terme d'infrastructures. Il faut vraiment être capable d'onboarder pour le prochain bull run les millions de personnes qui vont venir. Et ça demande une infrastructure qui était absolument pas présente au dernier bull run. On l'a vu sur les frais Ether, mais et donc si dans 1 an et demi cette structure est prête, je pense qu'on va avoir un bull run de folie que j'appellerais de mes vœux Mother of All Bull Run. Et tu disais, Sam, au début qu'on n'avait pas eu de grosses news. Alors, on a parlé un peu de DeFi et de ce qui s'était passé sur Servé, mais on avait quand même eu une belle news. Et là, je le vois dans le chat. On a quand même eu SBF qui est derrière les barreaux. Et ça fait plaisir. En vrai, moi, à force, c'est du nothing burger, quoi. Non, mais putain, enfin, quoi, il y a une justice, quoi. Enfin, quand même, quoi. En gros, l'argent n'achète pas tout. Et ça, c'est quand même rassurant quand tu es un citoyen, quand tu es un mec normal, entre guillemets. Tu te dis, certes, le mec a du pognon, certes, le mec a réussi à mobiliser 250 millions de dollars pour sa caution, quand même. On parle de vraies sommes. Et donc, il a des amis puissants et des soutiens qui ont de l'argent. Et malgré tout ça, il fait de la merde. Je crois qu'il a fait des conneries par rapport à un témoin. Je n'ai pas suivi l'affaire de près, mais etc. Oui, il a essayé de donner des sous à des gens, de soudoyer plusieurs témoins. Non, mais là, c'est inacceptable. Et là, le juge, il a dit, bon, qui que tu sois, quels que soient tes parents, quels que soient tes amis, la justice est la même pour tout le monde. Et ça, c'est quand même rassurant. Et maintenant, il est en tôle et il est là où il mérite d'être. Je suis désolé, moi, j'ai aucune empathie pour cette personne. Ah non. Non, et je rappelle qu'il est responsable de la mort de, à mon avis, plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de personnes qui ont très mal vécu la perte de tous leurs fonds sur FTX et que c'est amplement mérité. Pour moi, c'est encore plus grave que Terra Luna. Parce que Terra Luna, c'est Oui. un Ponzi. Mais en fait, tu le sais au fond de ta tête, quand tu rentres dans Encore et qu'on te file 20% à partir de rien sur un stablecoin un peu shady, sur une blockchain un peu shady, normalement, tu le sais au fond de ta tête qu'il y a un truc qui cloche. Mais FTX, c'est un échange, c'est une place de marché.
Tu es censé gagner ou perdre de l'argent par rapport à tes positions sur le marché. Et là, le mec, C'est régulé. Voilà, c'est censé plus ou moins être régulé. Le mec est quand même le donateur numéro 1 de la campagne de Biden. Donc tu te dis, voilà, il a montré patte blanche, puisque en tout cas, il a réussi à berner suffisamment de gens importants pour que tu baisses ta garde. Et quand tu perds tout ton argent là-dessus, je pense que ça fait encore plus de emotional damage, comme ils aiment dire sur TikTok. Et du coup, ça fait encore plus de dégâts. Mais bon, après, il n'y a pas de concours des gens un peu fréquentables. Je pense que les deux ont leur place là où ils sont actuellement. Mais ouais, celui-là, il est pareil. Je pense qu'il est responsable par proxy, je suis d'accord avec toi, de gens qui ont pris leur propre vie, et ça, c'est inexcusable, quoi. Ouais, non, clairement. Et donc, on lui souhaite une bonne douche. Voilà, on lui souhaite de faire tomber le savon. De ramasser la savonnette sans trop de dégâts. Voilà. Il y avait, je sais plus qui dans le chat qui demandait au niveau de l'AT de Ether, ben, ça ressemble à s'y méprendre un peu à ce qui se passe sur Bitcoin. Hein. Je veux dire, on a eu le point bas extrême sous les 900 $ au moment où il y a eu, je crois qu'on avait 14 bougies consécutives là entre avril 2022 et juin 2022, donc c'était du jamais vu. Il faut prendre aussi en considération que Ether est plus jeune que Bitcoin et que je pense il bénéficiera à cet égard de plus de volatilité, encore au moins pour un cycle. Ce qui me fait dire que sur le dernier cycle, on a fait 80 $ à presque 5000. Je crois qu'on était sur un x50 à peu près si on prenait les extrêmes. Donc, si ne serait-ce que de là où nous sommes actuellement, on arrondit à 2000 $, on venait à faire un x5 pour aller chercher 10 000 $. Tu vois qu'en termes de volatilité, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Et d'un point de vue du market cap, ça nous ferait un market cap à 1000 milliards à peu près pour Ether. Donc, je ne sais pas où on va aller au prochain cycle en termes de capitalisation, bien évidemment, mais d'un point de vue technique, ben, c'est une remise à plat comme n'importe quel autre crypto-actif qu'on puisse voir en ce moment. Et d'un point de vue après de la volatilité que pourrait obtenir Ether, tout dépendra de la volatilité qu'il y aura sur le reste du marché. Si Bitcoin va à 100 000 $, je pense que ça sera une promenade de santé pour Ether de franchir son ex-ATH des 5000 et d'aller à son tour chercher une cible bien plus haute. Après, comme d'habitude, voilà, on ne peut que esquisser des objectifs, on ne peut que comparer à ce qu'on connaît déjà. Et malgré tout, on a un marché qui est en constante mutation et technique et fondamentale. Donc, ça continue d'avancer et c'est très bien. Je pense que ceux qui ont participé à ETHCC en sont convaincus que les fondamentaux vont très bien pour le réseau Ethereum. Après, d'un point de vue du prix, on a eu la fameuse transition du Proof of Work vers le Proof of Stake. On a un actif maintenant qui peut-être va se négocier complètement différemment. Donc, il faut laisser peut-être un an ou deux pour voir comment va réagir totalement Ether, l'actif, le sous-jacent, par rapport à ce qu'on a connu au préalable. Mais là, d'un point de vue technique, je pense que c'est assez simple de voir qu'on suit exactement les mêmes phases de remise à plat que l'on voit et que l'on connaît actuellement sur le reste des actifs. Quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire ni dans un sens ni dans l'autre. Quoi. Moi, clairement, vous connaissez mon opinion là-dessus. Accumuler des Ethers stakés, donc des liquid staking tokens. Donc selon vos préférences, vous avez celui de Rocket Pool, celui de Coinbase. Vous pouvez staker directement sur les échangeurs centralisés. Vous pouvez aller avec Lido, avec le STET. C'est selon vos préférences personnelles. Je suis pas là pour vous juger. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais chaque semaine, chaque mois, avoir un petit peu plus d'Ether, c'est une bonne idée et je pense que c'est une stratégie qui vieillira bien. Je peux me tromper, mais pour l'instant, Ethereum est en train de gagner. Et tous les Layer 1 sont en train de devenir des Layer 2. Donc, il y a Celo pendant l'ETHCC qui a annoncé qu'il devenait un Layer 2. Il y a Phantom qui commence à réfléchir après avoir craché sur la gueule d'Ethereum pendant des années, quand même, notamment avec André Cranier. Là, ils auront annoncé qu'ils réfléchissaient sérieusement à devenir un Layer 2 au-dessus d'Ethereum. Coinbase, quand ils lancent un réseau, ils font pas comme Binance à l'époque, lancer un Layer 1. Ils lancent directement un Layer 2 au-dessus d'Ethereum. Je pense que la BSC, enfin la BNB Chain, va devenir un Layer 2 au cours de l'année 2023, voire 2024. Ethereum, pour l'instant, a gagné la guerre technologique.
Est-ce que c'est le cas pour toujours? Je n'en sais rien. Mais le standard technologique de l'écosystème blockchain, quand on veut faire des trucs sur la blockchain, quand on veut stocker de la valeur, avoir de la sécurité, Bitcoin est toujours là, il sera toujours là. Et ça, c'est pas un problème, c'est pas un débat, c'est pas les mêmes ligues, c'est pas les mêmes catégories. Mais quand on parle de technologie et d'applications décentralisées, c'est Ethereum aujourd'hui. Et c'est de plus en plus Ethereum. Et les personnes qui vous disent le contraire, on essaye de vous vendre leur bague. Mais dans la réalité, il n'y a qu'Ethereum qui a une vraie valeur technologique aujourd'hui. Ouais, on n'entend d'ailleurs plus parler depuis très longtemps de quelconque Ethereum killer ou les voilà, Polkadot, les EOS, les Neo, les IOTA, etc. Tout ça, c'est au tapis. Hein. C'est ciao, bye bye. Hein. Les amis, on vous a entendu, on vous a vu dans le chat à l'époque, et maintenant, vous êtes bien silencieux. Hein. Et juste pour étayer le propos que j'avais juste avant, parce que j'ai lâché que oui, Ether pourrait faire un jour 1000 milliards de capitalisation ou un truc comme ça. C'est toujours dans une optique où Bitcoin lui-même pèserait au moins autant, peut-être le double. Enfin voilà, je vais quand même vérifier. Un Bitcoin qui ce soir pèse 570 milliards de capitalisation. Donc, mis à part qu'un jour on ait le fameux flipping où on aurait Ether qui passe devant, mais pour l'instant on va rester sur cet état de fait qu'on a un Bitcoin globalement qui est à peu près pas loin de x3 en termes de capitalisation par rapport à Ether. C'est vrai que si on reste ne serait-ce que sur un x2, on peut estimer au prochain bull run, et d'ailleurs il faudrait faire les calculs, je vais peut-être les faire maintenant, on en a combien qui ont été émis? Je vais vous dire ça immédiatement. On en a 19 457 262. Donc, on va faire un petit calcul d'apothicaire de si on avait au prochain cycle un Bitcoin à 100 000 $. Donc, on va faire 100 000 fois 19 457 262 et on est sur, que je ne vous dise pas de bêtises, 1945 milliards. Donc, admettons que Bitcoin aille à 100 000 au prochain cycle. On a 2000 milliards sur Bitcoin. On peut estimer qu'on vient chercher les 1000 milliards du côté de Ether, ce qui nous fait 3000, ce qui vient chercher l'ex-ATH, je vous rappelle, puisqu'on a tapé pile poil 3000 avant de retracer frénétiquement au dernier cycle, et ce qui fait que ça laisserait pour le reste des altcoins tout un pool de centaines, voire de milliers de milliards supplémentaires, si ce n'est que avec l'arrivée de BlackRock et tout le tutti quanti à la table, je pense que l'argent va devenir de moins en moins bête et se concentrer sur les gros dossiers. Je pense que on est très loin d'avoir des institutions qui vont acheter tout et n'importe quoi. Il y aura probablement toujours de la spéculation débridée. Bien sûr. Et voilà, ça continuera. Le casino marche très bien sur le marché crypto, ça continuera. Mais plus on va capitaliser, moins ça va devenir débile et moins ça va bouger aussi sur les grosses caps. Donc, voilà, c'est à peu près l'image que je m'en fais. Un Bitcoin peut-être un jour à 100 000 avec 2000 milliards de cap. 1000 milliards du côté de Ether, ça nous fait un x5 par rapport au prix de maintenant. Et ensuite, à 3000, après, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous vous faites plaisir, la cerise sur le gâteau sur vos bons vieux altcoins. Certains diront shitcoin, mais voilà, ça vous donne un aperçu. Ça reste une projection mentale, bien évidemment. Je ne suis pas en train de sortir mes cartes de cartomancie ou de prédiction Nostradamus, mais je pense que c'est des targets qui sont acceptables pour le prochain cycle. C'est pas particulièrement choquant pour moi et je pense que on va être étonné de jusqu'où ça va monter dans le cycle suivant. Mais après, il y avait les gars de Bankless qui sont pas mes préférés parce que ils disent tout et n'importe quoi. Mais il y avait un article qu'ils avaient publié qui était où j'étais assez d'accord. Et ça fait partie des thèses que j'avance depuis longtemps sur cette émission. Le prochain cycle, c'est le dernier. C'est ce que j'appelle le cycle de la maturité. Et qu'on n'aura plus jamais, et peut-être que c'était celui d'avant, mais moi je pense qu'il nous en reste un comme ça, on n'aura plus jamais de cycle comme ça où il y a des x10 ou des x50 sur les acteurs principaux du marché. Il y aura toujours des shitcoins qui feront leur x10 en un trimestre et puis qui feront leur moins 99% juste derrière. Ça existera toujours, mais ça existe aussi dans la finance traditionnelle. Mais ce que je dis, c'est que le Bitcoin va trouver sa phase de plateau
Ethereum va trouver sa phase de plateau? Est-ce que Bitcoin trouve sa phase de plateau à 80 000 $? Est-ce qu'il la trouve à 150 000? Est-ce qu'il la trouve à 200 000? Je n'ai pas la réponse. Ça se trouve, c'est 50 000 et puis voilà, hein, puis ciao, bye bye. Hein. Mais va y avoir ce cycle de la maturité, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait acceptable parce que tu peux pas avoir le marché crypto qui fait 100 000 milliards de dollars. Au bout d'un moment, il faut bien se calmer et trouver sa place et sa juste place dans la finance en global et combien ça vaut les crypto-monnaies dans la finance en global. Est-ce que ça vaut 1%? Est-ce que ça vaut 5%? Est-ce que ça vaut 20%? Moi, 20%, j'y crois pas trop, tu vois. Déjà, Est-ce que... si on arrive à 10 000 milliards, c'est-à-dire pas très loin de l'équivalent du gold liquide, si je dis pas de bêtises, parce Pour qu'il moi, y a deux c'est la chiffres. bonne phase. Ouais. Ouais. Ouais, c'est le Il y bon a chiffre. deux Pour moi, chiffres. c'est le bon chiffre. Pour le chiffre, je crois, illiquide, enfin, il y a un liquide, un illiquide, je ne sais jamais lequel est lequel, mais si on compte le gold de papier, je crois qu'on monte à 14 000 milliards, un truc comme ça. Et quand on parle juste du gold liquide, on est à 8, 9, maximum 10. Donc déjà, si on venait taper 10 000 milliards, c'est-à-dire x3 de l'ex-ATH des 3 000 milliards du cycle précédent, on voit que ça serait déjà beaucoup. Donc, comme je dis, ça nous ramène à des objectifs où peut-être Bitcoin dépasse légèrement les 100 000, Ether 10, allez, peut-être 15, s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et les autres altcoins à avoir en considération de tellement de paramètres que c'est très difficile de faire quelques projections que ce soit. Mais parce que les amis, Bitcoin, tu vois, Bitcoin, alors tout l'écosystème à 10 milliards. Hein. Pour moi, Bitcoin tout seul à 10 milliards, il faut pousser. Dans le chat, ils disent que Bitcoin, enfin 10 000 milliards, pardon, 10 trilliards. Oui, pour tout. Hein. Bitcoin tout seul à 10 000 milliards, c'est 3 fois Apple. Pour Bitcoin tout seul, non, impossible. Ou alors, c'est que l'économie traditionnelle a un petit souci. Ouais, ou alors le dollar ne vaut plus grand-chose. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie qu'il arrive. Mais par contre, tout l'écosystème à 10 trilliards, ça me semble tout à fait cohérent pour le cycle suivant. Et pour moi, ça y est, c'est le cycle de la maturité, où tu as le Bitcoin qui prendra sa juste place. Est-ce que ce sera une dominance de 50%? Est-ce que ce sera 60%? Pour moi, c'est peu crédible que ce soit plus que 60%, clairement. Je pense qu'on sera en dessous des 50%, ce qui sera déjà, tout le monde sera en profit sur Bitcoin, donc faut pas pleurer. Ethereum aura sa juste place. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Pour moi, entre 15 et 30%, ça me semble un chiffre qui est cohérent. Et après, ça va être le reste. Et le reste, ça va être enfin les investisseurs qui se disent, OK, l'infrastructure, elle est bonne. C'est-à-dire, quand j'ai du Bitcoin, ça marche et je sais que dans 50 ans, le Bitcoin fonctionnera toujours. Quand j'ai de l'Ethereum, ça marche et c'est le standard technologique et je sais que les applications, même dans 10 ans, continueront à se monter là-dessus. En tout cas, il y a de bonnes chances, sauf s'il y a une révolution technologique, mais en tout cas, il y a une bonne chance. Maintenant, il est temps de parier sur l'applicatif. Et c'est quoi l'application de demain? Est-ce que c'est le successeur d'Uniswap? Est-ce que c'est le successeur d'Aave? Ou est-ce que c'est Aave encore qui va continuer d'innover? Et ça, c'est les questions qui me montreront qu'il y a de la maturité sur le marché. Ouais, et si moi je peux rajouter un truc à votre analyse que je trouve très pertinente, mes amis, c'est que je suis d'accord avec vous sur. Alors moi je pense effectivement que le prochain cycle ça va être le Mother of All Bull Run et que ça va vraiment dépoter. Mais je pense aussi ce qui est intéressant à voir, c'est comme vous l'avez dit, c'est de voir. On parle beaucoup d'Ethereum et on est toujours très bullish sur cette chaîne sur Ethereum, mais c'est vraiment de le voir comme une infrastructure et au-delà du prix des tokens, c'est de voir si on utilise la tokenisation des assets, du real world asset, comme on voit beaucoup de choses et qui peuvent être améliorées de cette façon-là, on peut imaginer au final que, outre le prix, par exemple, de l'Ether qui s'appréciera, il en est sûr, c'est de voir comme investissement le stacking d'Ethereum comme un bon investissement parce que qui dit plus d'utilisation dit plus de frais. Et plus de frais dit plus de revenus pour les stakers. Et je pense que c'est aussi là qu'il y a quelque chose à jouer, plus que sur le prix. Et c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de DCA, d'accumulation, etc. Mais le play long terme pour moi, c'est effectivement peut-être sur certains protocoles, comme tu le dis, qui vont percer, qui vont avoir des prix qui vont exploser au niveau des tokens. Mais en termes de play plus long terme et on va dire plus bon père de famille, c'est d'avoir des actifs comme de l'Ether qui donnent des rendements. Et sur un écosystème qui grossit et qui est de plus en plus utilisé, on se rend pas compte, mais on a souvent comparé Bitcoin à de l'or et Ether à du pétrole.
Le pétrole, on en a besoin dans notre vie de tous les jours, et je pense que sur la blockchain, l'Ether, on en aura besoin dans la vie de tous les jours des actifs qui viendront dessus, et c'est aussi ce play-là qui sera intéressant à jouer dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les protocoles qui rapportent pour aller là-dessus, hein, qui ont une économie réelle qui fonctionne, bah, t'en as pas 100 000. Hein. Tu as Ethereum lui-même, qui est la première économie sur la blockchain, très clairement. Et donc, ça passe par le staking. Tu as Curve. Curve, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des frais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que Curve va mourir, et ben, en fait, ils gagnent encore plus d'argent parce que généralement, quand on dit que Curve va mourir, ils font énormément de volume et eux, ils prennent des frais sur tout le volume. Donc, généralement, c'est le truc qu'on a en commun entre Aave et Curve, c'est qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'on va mourir, c'est généralement les meilleures journées en termes de rentabilité du mois. Et donc, c'est un petit peu le karma qui revient. Donc, Curve, ça rapporte. JMX, qui a une vraie économie réelle et qui se traduit dans le token également. Et ça va être les acteurs qui, pour l'instant, génèrent le plus de revenus sur l'écosystème. GMX qui a lancé une V2 d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais on m'en a dit que du bien. Et apparemment, ça diminue le risque sur le GLP, qui est la contrepartie sur laquelle vous pouvez investir, qui est un panier d'actifs par rapport aux traders. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et pour répondre à Nicolas, moi je dirais que effectivement, plus il y a de nœuds validateurs, plus les rewards diminuent. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce que avoir 3 millions, 3% de, je sais pas moi, 3 millions de frais journaliers, c'est plus intéressant qu'avoir 1 million de 100 millions de frais journaliers? Ça doit s'équilibrer, et le prix des tokens, tu vois, trouve un équilibre quand ce sont des vrais actifs. Ils trouvent un équilibre entre de price earning, c'est-à-dire entre ce que l'actif coûte et ce que l'actif rapporte. Et donc, au bout du compte, on trouve son équilibre, et qu'importe au final que le rendement soit à 3% parce qu'il y a 100 000 validateurs, ou qu'il soit à 1% parce que il y a 1 million de validateurs, je pense qu'au final, ça finit toujours par s'équilibrer, et que si ton but, c'est d'avoir un rendement par rapport à ce que tu gagnes, et par exemple, tu vendrais les Ethers que tu prendrais en stacking comme ton revenu, cet Ether, il s'appréciera en termes de prix, et même si tu touches plus que 1%, ça correspondra à terme à un meilleur rendement qu'un rendement de 3%. Je sais pas si je suis clair, mais... moi, je préfère un rendement de 3% en Ether qu'un rendement de 10% en dollars. Parce que je pense que sur l'avenir, les Ethers vaudront plus. Et donc, je rattraperai le rendement. Après, il y a plein de manières bien sûr, c'est selon la situation, c'est un petit peu compliqué de l'expliquer comme ça. Mais en fait, je préfère gagner mon rendement en monnaie forte qu'en monnaie faible. Voilà ce que j'essaye de donner. Après, est-ce que 3% par rapport à 10%, il faudrait que l'Ether soit 3, donc c'est pas forcément un bon conseil en investissement que je viens de donner, mais c'était un exemple. Mais vous voyez un petit peu la vibe là-dessus. Tu nous dessines des trucs magnifiques depuis tout à l'heure, CM, sur le chart. Ça donne envie. Ça fait rêver, ça donne envie. J'allais te dire. Ouais, c'est les Fibos, et j'étais en train de mesurer. J'étais en train de mesurer par rapport au dernier cycle où on a fait 3300%, mine de rien, au niveau du crypto total. Et là, on voit que pour récupérer par rapport au point bas qu'on a fait à 700 milliards et des brouettes, les 3000, il nous faut 500%. Donc ça, je pense que... non, même pas, je dis des bêtises. Pour récupérer les 3000, il nous faut 300%. Pour arriver à 3000 milliards. Le 1,618, l'extension, on est à 500% et on est déjà à 4400 milliards. Et ensuite, on s'envole donc vers la stratosphère avec 6700 milliards, où il nous faut imprimer 800% par rapport au point bas. Et ensuite, on est... pour les projections dont on parlait tout à l'heure, 9 000 et 10 000 milliards à 1146% et 1300%. Toujours en comparant à l'ex-cycle où on était à 3003. Donc, peut-être 9-10 000 milliards, sous certaines conjectures bien alignées avec toutes les planètes derrière, why not? Mais si on part d'un postulat assez pessimiste, ne serait-ce que si on chopait entre 4 et 6 000, ça ferait déjà des deltas de prix qui seraient assez conséquents. Donc voilà, il faut se faire un scénario, je dirais, raisonnable, comme on l'avait fait d'ailleurs aux abords de fin 2020, début 2021.
Et si derrière, on est heureusement surpris et que d'un seul coup, le marché nous pousse en un trimestre des targets qu'on aurait à peine espéré quelques semaines au préalable, comme ça nous l'a fait au premier trimestre 2021, eh bien, on se laisse surprendre agréablement et ça se passe plutôt pas mal, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte de redire, vous n'êtes pas prêts. Bah, Ouais, ou alors, de ressortir les hashtags, vous n'êtes pas prêts, c'était beau. on en reparlera dans 2 ans. Il y aura tout qui aura pris encore moins 99% et on dira, ben, on s'était tous trompés. Ça peut aussi arriver. Hein, ouais, bien sûr. Hein, et ça, c'est le principe de l'investissement. Hein, mais le truc, c'est que si vous pensez que les cryptos, c'est mort, qu'est-ce que vous faites là, tu vois? Au bout d'un moment, hein, c'est la grande question. Moi, je pense qu'il y a toujours de la plus-value sur les cryptos. Je pense que, tu vois, rien que l'exemple du OTC Deal qu'on a fait avec le patron de Curve, ça ne peut pas exister ce genre de truc aussi simple, fait en quelques jours, avec un smart contract qui a été review de manière collégiale, du code qui est public et tout, et une exécution qui n'a pas du tout d'intermédiaire. Essayez de faire la même chose, les amis, dans la finance traditionnelle, mais vous allez perdre déjà je ne sais pas combien de pourcents de votre contrat en frais d'avocat. Ça va prendre 10 fois plus de temps. Il peut y avoir des procès derrière parce qu'on change d'avis à la dernière minute, etc. Là, on est quand même sur un truc qui est 1000 fois plus efficace que la finance traditionnelle. Pour moi, la plus-value, elle est claire. Et s'il y a une plus-value qui est claire, ça a une valeur. Après, cette valeur, est-ce que c'est 10 000 milliards? Est-ce que c'est le prix actuel? Est-ce que c'est la moitié du prix actuel? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais mon pari en tant qu'investisseur, c'est que ça vaut plus qu'aujourd'hui. Et du coup, je continue d'accumuler des crypto-actifs. Et après, pour les plus patients d'entre vous, tout ce qu'il faut rechercher et retenir aussi sur un marché financier, parce que dans les cryptos, on a tendance à tout le temps un peu être sur cette phase d'ennui où en mode on est sur le banc de touche, donc forcément, coûte que coûte, il y a un moment où il faut rentrer. Et en fait, avec les quelques années de recul qu'on a maintenant, systématiquement, les coups de fusil, entre guillemets, ça a été quand on se prenait des journées ou des semaines entre moins 30 à moins 50%. Et en fait, plus qu'un prix, je pense qu'il faut raisonner à la fois en capitalisation, comme on vient de le faire, pour avoir des projections qui sont réalistes, mais aussi pour rentrer. Soit vous faites un DCA et vous êtes à l'aise avec ça et vous n'allez pas trop regarder le prix au long cours et vous avez un horizon de temps de plusieurs années et ça vous va très bien. Soit si vous tenez absolument à rentrer quand il y a des énormes drawdowns, ben, vous avez 1 ou 2 fois par an en général, allez, maximum tous les 2 ans, le marché crypto qui se prend une maxi douille. Vous le verrez au niveau des wallets, des TradingView et de tout ce que vous voulez. Vous ouvrez le truc un matin, vous voyez moins 30, moins 40, moins 50, vous comprenez même pas ce qui se passe. Vous croyez que tout va finir à zéro. Là, vous savez qu'en général, ça vaut le coup de tirer votre cartouche annuelle. Et jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé pour ceux qui ont eu tendance à rentrer sur ce genre de coup de fusil, un peu comme ça l'a fait au moment du crack Covid multimarché en mars 2020. Ça a été les opportunités de la décennie et probablement même de plus que ça. Donc voilà, il faut savoir reconnaître les opportunités quand elles sont là. Actuellement, c'est une opportunité long terme puisqu'on est sur une phase d'aplat. Et cette phase d'aplat, jusqu'à présent, sur l'historique qu'on en a à aujourd'hui, se traduit tous les 4 ans au niveau du marché crypto. Peut-être qu'un jour, ça sera tous les 8 ans. Peut-être qu'un jour, on aura un bear market de 4 ans au lieu de 2. Donc ça aussi, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais voilà, on essaie de jouer avec les cartes qu'on a en notre faveur et en notre possession, en essayant de toujours se dire que le marché peut bluffer aussi. C'est un peu comme au poker, très largement. Et petit à petit, en avançant un pas devant l'autre, ça a tendance à plutôt pas mal se passer. Pour ceux qui gardent ce fil rouge au long terme et qui essaient de ne pas rentrer, sortir, j'achète, je vends, je panique parce qu'il y a eu ci, je panique pas parce qu'il n'y a pas eu ça. Enfin voilà, il faut que vous ayez sur ces périodes d'aplat ou comme là, en plein milieu du mois d'août où il ne se passe plus rien depuis des semaines et des mois, un plan, une direction, que vous vous y teniez au maximum. Je ne dis pas que c'est facile puisque même nous, avec les années de recul,
on a beau se faire des plans ou des trucs dans notre tête, on s'y tient pas toujours et c'est toujours difficile. Mais c'est vrai que ça peut permettre voilà, d'avoir une certaine sérénité après au long terme. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai des retours d'abonnés ou quoi qui me disent moi, je fais mon DCA pour X années, je sortirai dans X temps ou quand j'aurai réalisé telle performance. Et là, tu sens que c'est des gens qui ont réfléchi en amont de leur investissement et qui le font en toute sérénité. Et c'est exactement là où il faut en venir, tout simplement, pour ne pas tilter dès qu'il se passe X ou Y truc. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est très bien dit. Je vous propose pour cette dernière Drop the partie mic. d'émission, parce que on est plus proche de la fin que du début maintenant, les amis. Ça fait déjà 1 heure qu'on vous parle. J'ai eu plusieurs coups de cœur et coups de gueule dans les trucs qui sont sortis récemment, et je peux vous faire une petite présentation rapide de ce que j'ai trouvé récemment, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que ça vous va? Dans les trucs que j'ai aimés, les trucs que j'ai pas aimés. Vas-y. Go. Vas-y. Alors, dans les trucs que j'ai pas aimé, tiens, je vais commencer là-dessus. Il y a plusieurs narratifs qui sont mis en place en ce moment. On a vraiment l'impression que c'est la phase d'ennui et qu'il reste 50 personnes dans la crypto. D'ailleurs, c'est le live qu'on fait avec le moins de gens depuis quasiment toujours. Je crois qu'on a 550 personnes. D'habitude, on est un petit peu au-dessus de ça. Donc, on est vraiment dans le fond du trou là. Et on salue les valeureux guerriers qui sont encore là. Hein. C'est ceux qu'on appellera les chanceux dans 1 an ou 2. Mais voilà, dans le j'aime pas, on a eu Friendtech il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une application qui a été lancée par Racer, un mec qui avait déjà lancé TweetDAO, enfin qui a un peu l'habitude des pump and dump qui font, dont tout le monde parle pendant 2 semaines sur crypto Twitter et puis après ça va à zéro. Là, j'aime pas trop le concept. Hein. Bon, c'est sur Base, donc c'est sur un layer 2 d'Ethereum, donc au moins c'est sur la blockchain. Ça ressemble à un truc qui avant s'appelait BitClout, mais qui là était même pas sur la blockchain. Et en fait, les influenceurs vont avoir des actions que donc des tokens que tu peux acheter ou vendre et tu peux trader sur la valeur des influenceurs. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé la vibe de dumper sur ses followers parce que tu es connu, les gens vont aller acheter ton token et puis tu vas pouvoir vendre sur tes followers. Enfin, j'aime pas la vibe, ça m'a pas du tout intéressé, donc c'est pas un truc qu'on vous recommandera. Dans les j'aime pas, il y a une nouvelle méta aussi, c'est les bots de trading sur Telegram. Donc, ça a été lancé un peu par Unibot et maintenant, tu en as 50. Hein. Enfin, bref, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas forcément envie de leur faire de la pub. Généralement, la gestion et la sécurité est catastrophique. Donc, vous donnez, donc c'est du trading, vous dites acheter, vendre, machin, ou suivre les ordres d'achat et faire du copy trading sur des discussions Telegram. Donc, en fait, c'est pas vos clés, hein, c'est not your key, not your coin. Et vous dites acheter, vendre, tout, et la plateforme en elle-même dispose de tous les droits d'accès sur vos cryptos. Donc, vous créez un compte là-dessus, vous déposez de l'argent sur ces adresses-là, et en fait, ça va forcément finir en rug. Il va y avoir des centaines de rugs, les amis. Hein. Et franchement, j'aime pas trop ce style-là. Il y en a qui défendent en disant que c'est une super expérience utilisateur parce qu'il n'y a pas besoin de se faire chier avec la clé privée, l'acide, etc., avoir un ledger, etc. Mais on n'est pas dans la crypto pour ça, les amis. On n'est pas dans la crypto pour avoir... si on veut un truc plus facile d'accès, on fait de la count abstraction. Et c'est vraiment la nouvelle vague des wallets. Mais faire du trading sur Telegram, restez en dehors de ça. S'il vous plaît, restez en dehors de ça. Moi, j'ai encore eu une copine qui m'a appelé cette semaine que je savais même pas qu'elle avait investi en crypto et qui s'est fait rug avec des trucs d'API sur Ouais, je confie mes fonds, etc. Et arnaque en fait, basique, mais voilà. non, mais il y en a qui sont soi-disant pas des arnaques. Mais pour moi, ça finira tous pareil. Hein. Mais voilà. Donc, le plus connu, c'est Unibot, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a eu beaucoup de trucs. Donc, voilà, ça, c'est dans les j'aime pas. Dans les j'aime, tiens, je vais parler d'un truc pour une fois de la finance traditionnelle. Parce que j'ai trouvé que l'expérience utilisateur était géniale. On n'est pas sponsorisé pour ça, mais d'ailleurs, si vous travaillez chez Revolut, filez-nous de l'argent. Comme ça, on parlera de votre truc parce qu'on aime bien ce que vous faites. C'est sponsorisé. Là, on en parle gratuitement, mais bon, pourquoi pas. Hein. Revolut, ils ont lancé un truc épargne. Et donc, tu as euros, livres et dollars. Donc, c'est Fidelity qui gère ça.
C'est assez bien foutu, hein, Fidelity, dans le monde de la finance traditionnelle, c'est assez cool. Et on peut déposer des euros, je crois que c'est 3,5%. Moi, j'ai des dollars, c'est 5,36%. Et on touche les intérêts tous les jours. On peut déposer, retirer quand on veut. Franchement, il y a des manières 1000 fois plus intelligentes de épargner, mais pour le tout venant, pour une épargne un petit peu style livret A, mais qui rapporte un peu plus et qui est un peu plus flexible, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait en termes d'expérience utilisateur. Donc ça se passe sur Revolut. Je ne sais pas si vous avez Revolut, vous avez testé. Ouais, j'ai un Pas tout. Revolut et d'ailleurs j'ai vu passer ton truc sur Ultra l'autre fois là, j'ai commencé à regarder un peu. C'est vrai qu'ils ont sacrément étoffé Franchement, de l'entrée de gamme gratuite au très haut de gamme, c'est costaud maintenant, hein, Revolut, hein. bah moi, je voyage énormément. Vous imaginez bien que dans le cadre de mon métier, je suis tout le temps en conférence un peu partout dans le monde. Donc, moi, j'utilise Revolut personnellement parce que dans le compte métal, il n'y a pas de frais de transfert. Donc, quand je suis en dehors de la zone euro, je paye avec ma carte bleue et puis je me pose pas la question de si je paye en dollars, si je paye en yens, si je paye en yuan, etc. Ça marche et franchement, ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement si vous n'êtes pas un grand voyageur ou une grande voyageuse. Vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement comme ça. Mais je pense que dans les néobanques, j'en ai testé beaucoup, c'est de loin la meilleure à titre personnel par rapport à mon style de vie. Et je trouve qu'ils ont des produits qui sont innovants. Tu peux acheter, vendre des cryptos chez eux. Moi, je vous le déconseille très fortement. Allez plutôt sur un Binance, sur un Kraken, sur un lecteur qui est spécialisé. Vous payerez beaucoup moins de frais. Je crois que le système de base, c'est 1,5% de frais sur l'achat et vente de crypto. Quand vous avez déjà un compte Binance, que vous êtes déjà dans le milieu, entre guillemets, des cryptos, c'est inacceptable de payer 1,5% de frais à l'achat et à la vente. Donc, quand on a un compte Ultra, ça descend à 0,5%, c'est déjà un peu plus accessible, mais généralement, si vous écoutez l'émission, vous savez faire autrement, quoi. Donc ça c'est pas forcément le plus intéressant, mais il y a vraiment plein de fonctionnalités. Et je trouve que moi j'aime pas les banques, hein, sinon je ferais pas de la défi, mais ça fait partie du haut du panier pour moi Revolut, hein. Moi, tu sais quoi, je suis toujours avec ma carte ScamICM crypto.com. Et ben, c'est Bien, la même bien. chose que ce que tu viens de dire, sauf que j'accumule du croc depuis 2 ans Bah t'as et raison. j'attends la suite, tu vois. J'attends Alors moi, que le prochain bull run me rembourse toutes mes dépenses effectuées ces 3 dernières années, tu vois. Enfin, ces deux alors en dernières années, parlant de plutôt. carte crypto, vu que j'étais là-dessus, j'utilise Only Held aussi. Donc j'utilise les deux. Only Held, c'est une autre carte crypto qu'on peut charger depuis les Layer 2, etc. J'avais utilisé Ledger et j'ai arrêté d'utiliser la carte Ledger parce que on peut charger que avec sur le réseau Ethereum. Donc merci les $30 de frais de transaction pour charger $200 ou $100 sur sa carte bleue. Franchement, non, c'est mort. Mais par contre, Holyheld, on peut le faire depuis Polygon, Gnosis, Arbitrum, etc. Donc en frais de transaction, on ne le sent pas passer. Ça accepte aussi, contrairement à Ledger, quasiment tous les actifs. C'est hyper facile d'utilisation. Par contre, il n'y a pas de carte physique. C'est que moi, je l'ai sur Google Pay, ils ont Apple Pay aussi. Et Holyheld, ça marche nickel. Donc moi, franchement, au quotidien, quand je suis à l'étranger ou que j'ai besoin des assurances, donc, quand j'achète du matériel informatique ou ce genre de truc, j'utilise Revolut et j'ai pris un compte Ultra pour avoir les assurances, notamment voyage, médical, etc. Vous n'avez pas besoin de prendre un compte Ultra si vous n'êtes pas autant voyageur que moi. Vous pouvez prendre un compte normal. Mais voilà, quand j'ai besoin des assurances, j'utilise Revolut. Sinon, le reste du temps, j'utilise avec Google Pay ou Health. Et les deux, ça marche nickel. Et franchement, je suis très, très satisfait de ça. Et la carte Gnosis bientôt. La carte Gnosis bientôt que j'attends avec impatience. Si vous étiez à l'ETCC, que vous avez assisté au talk sur la main stage de Gnosis, vous avez scanné le fameux QR code et donc vous avez pu sauter la waiting list et donc vous attendez votre carte actuellement. Vous êtes en train d'attendre la livraison de votre carte qui devrait arriver à la rentrée. Sinon, bah, vous inscrivez-vous sur la liste et pareil, c'est comme OldDL, hein, c'est une carte blockchain. Et on peut charger avec des XDAI sur Gnosis et aussi, je pense, sur d'autres réseaux. Et franchement, on est gâté en Europe parce qu'on a 4 excellentes options
pour rentrer et sortir des cryptos sans avoir besoin d'utiliser les échangeurs centralisés. Excellente option numéro 1, c'est Only Held. Donc, on peut faire un top-up, on peut leur faire un virement et ils vont nous charger des cryptos dedans, ou inversement, on peut dépenser nos cryptos avec Only Held. Deuxième excellente option, ça va être Gnosis Pay. Troisième option, on a Monerium. Monerium, on vous en a pas beaucoup parlé dans l'émission, mais c'est EuroE. Et moi, je l'utilise aussi très régulièrement, mais ça, je l'utilise dans le cadre professionnel. Donc, c'est comme ça que je transforme les cryptos de l'AV Chain Initiative qui sont payés par le smart contract d'AV en euros et directement en virement. Et ça marche très, très bien et c'est quasiment zéro frais. Et quatrième super option, on a Mon Pèlerin pour l'achat et vente de crypto, qui est aussi une institution en Suisse qui est un acteur qu'on recommande très fortement. Donc, en fait, vous avez 4 choix d'excellente qualité sans avoir à toucher Binance, sans avoir à toucher Kraken, sans avoir à toucher Coinbase, qui font du non-custodian, qui vont vous livrer des cryptos directement sur votre ledger. Et en fait, vous n'avez aucune excuse aujourd'hui pour utiliser la finance centralisée, très clairement. Non, c'est vraiment en plus tous des bons produits et qui sont relativement simples d'utilisation pour des gens qui nous suivent. Donc, je recommande les 4, les yeux fermés. Alors, Gnosis Pay, c'est pas encore disponible, donc peut-être qu'on va le laisser de côté pour l'instant. Mais je le rappelle, Mon Pèlerin avec le Bridge Wallet, Only Held, qui est sur la plupart des Layer 2. Et en troisième, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Monerium et Revolut. Voilà. Monerium, ils ont activé, moi je fais partie de la bêta sur les virements instantanés. Je reçois mon argent sur mon compte Revolut en 10 minutes. Genre 10 minutes top chrono. C'est un truc. Ouais, impressionnant. Et en fait, ils ont activé les virements instantanés sur le top-up. C'est-à-dire, si vous faites un virement, vous allez recevoir vos euros, dans la minute ou dans les 10 minutes. Et ils sont en phase de bêta et j'ai eu la chance d'y participer sur le cash-out. Donc maintenant, si j'échange des euros contre des euros, je les reçois sur mon compte même le dimanche en une dizaine de minutes, quoi. Et ça, c'est un game changer, quoi. Ouais, et pour avoir parlé avec les amis de Mon Pèlerin, c'est aussi une option qu'ils proposeront dans quelques semaines, mois. C'est dans les tuyaux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui posent la question des impôts. On peut pas répondre à tous les pays à la fois. Donc, je pense que le pire, c'est pour les Français. C'est les pauvres Français. Je pense que je suis désolé, mais c'est pas clair pour vous. Il y a d'autres pays où, si on détient des cryptos depuis plus d'1 an, plus de 6 mois, il y a plus de questions de plus-value à se poser sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que les Français, théoriquement, quand vous achetez une baguette de pain avec votre carte crypto.com, vous êtes censé payer 30% d'impôt sur vos 1,30 € de la baguette tradition. Et ça, malheureusement, il va falloir que la France se réveille et fasse un statut un petit peu particulier là-dessus, ou alors mettre en place des systèmes de reporting automatique, parce que je peux vous dire que moi, sur ma carte bleue, je l'ai utilisée. Alors, je suis plus en France depuis 8 ans maintenant, donc je suis plus vraiment concerné par la question, mais si je devais déclarer à chaque fois que j'achète une baguette de pain ou que je vais au Burger King, j'ai d'autres choses à foutre dans la vie, quoi. Nous rappelons que nous nous adressons uniquement à la francophonie. Non, ça va, la loi influenceur, elle a changé, on va plus en taux, le mec. Hein. On risque plus à taux. Non. Non, franchement, la dernière version de la loi, j'ai pas suivi de près, mais on était revenu à un texte raisonnable. Nous, on est payé par personne pour en parler. On n'a pas de problème de loi, de toute façon. Ouais, si vous voulez, hein, franchement, si vous voulez nous sponsoriser les bons produits, nous, on n'a pas de problème à faire de la sponsor. Hein. Franchement, nous, on fait pas de sponsor parce que les bons produits, ils savent qu'on parle d'eux gratuitement. Franchement, on s'est fait avoir d'un point de vue commercial. Hein. Si le produit est bon, on va en parler gratuitement. Donc, ils se disent, on s'en fout, il n'y a pas besoin de sponsoriser le Twitch. Mais voilà. N'hésitez pas à nous envoyer de l'argent. Hein. Ça fait toujours plaisir. C'est le bear market. On a besoin de faire notre DCA aussi. Une pièce pour vivre. Vous avez les adresses publiques. Voilà. Si vous travaillez chez Revolut, dites-leur. Ouais, bien sûr. Rends le cashback.
Ouais, sur ces bonnes paroles, 1h15 qu'on est en live, et je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont on voulait parler ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux dont on n'a pas vu les abos au cours de notre live quand on était concentrés sur nos écrans. Merci d'avoir été là. On était presque 600. Donc, malgré tout, pour un 15 août, on est vraiment pas mal. C'est le bear market, mais je pense qu'à la rentrée, ça va bouger. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée. Le replay est disponible sur Twitch immédiatement et demain matin du côté de YouTube. On se retrouve mercredi, a priori, pour une émission normale. Et merci Marc et Manu d'avoir partagé le micro. Très bonne soirée. Ciao, ciao. Merci la bise. Merci, merci.